Bonjour à tous, donc avec une vidéo que je suis très content de vous proposer. C'est sur l'année 1980 à la NWA, dans les territoires NWA, dans la lutte nord-américaine dans son ensemble si vous préférez. Je suis content de vous la proposer parce que j'ai regardé ça, ça m'a beaucoup plu. Et je tiens tout de suite à dire une chose, c'est que ça m'a pas plu par nostalgie. J'ai l'impression que c'est un sujet dont on ne parle pas souvent, et que quand les gens parlent de ce sujet-là, c'est plus par nostalgie, parce qu'ils ont connu un peu ça ou quelque chose. C'est pas du tout mon cas. Moi, ma nostalgie qui pourrait s'exercer sur moi et qui pourrait faire que mon regard soit biaisé sur des choses, ça serait plutôt sur la WWF des années 90, parce que c'est avec ça que j'ai grandi. Donc là, moi, si j'ai pu apprécier ça, alors que c'est pas ma nostalgie, si vous voulez, c'est pas en mode oui c'était mieux avant ou des trucs comme ça, c'est vraiment parce que j'ai réussi à appréhender le produit et à l'apprécier. Et je me dis qu'à travers des vidéos comme ça, je vais peut-être vous permettre de mieux le comprendre, de mieux le connaître et de peut-être mieux l'apprécier, qui sait, je sais pas. Vous me direz. Voilà, je me dis que si ça a été possible pour moi, c'est possible pour tout le monde. Alors, en préambule, je vais tout de suite poser une question que certaines vont sûrement se demander. Quel est l'intérêt de regarder du catch de 1980 ? Parce que quelque part, vous allez vous dire peut-être quelque chose du style bon, ça a mal vieilli quoi, à un moment donné. C'est quand même un peu chiant. Ils font pas beaucoup de moves, ça va pas vite. Le high fly, c'est hyper limité. Voilà, ce genre de truc. Et quelque part, vous avez raison. L'idée de dire ça a mal vieilli, elle est vraie si on prend le truc comme ça, c'est-à-dire si on regarde sur un plan de vieillissement, si vous voulez, sur lequel cet élément-là a été complètement surpassé depuis. C'est clair que sur le high fly, tu prends même le meilleur high flyer de 1980, il se fait mais défoncer par ricochet aujourd'hui par exemple. Et c'est valable sur bien des critères. La vitesse, la variété des moves, la stiffness peut-être aussi, des choses comme ça. Voilà. C'est un autre délire, et c'est surtout que si on fait ça, on regarde sur un point du produit, parce que le produit d'époque c'est pas que ça, ce qui a mal vieilli. Éventuellement, comme éventuellement peut-être les effets spéciaux dans certains vieux films des années 80, qui eux auraient mal vieilli, mais le film garde quand même de la qualité. Ça arrive. Je pense qu'en cinéma, tout le monde l'admet facilement. Bon. Quelque part en catch, bon, c'est pas les effets spéciaux parce que ça reste facile à appréhender, facile à regarder comme si c'était vrai, hein, c'est pas le problème, même peut-être plus facile encore que le catch d'aujourd'hui d'ailleurs. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a un point sur lequel ça a pas mal vieilli, ça a peut-être même plutôt bien vieilli au contraire. C'est sur ce sur quoi ils focalisent beaucoup à l'époque pour faire la qualité de leur catch. C'est le storytelling. Alors, en préambule de cette vidéo, je me suis dit, je vais faire un petit point sur ce que c'est que le storytelling quand même vite fait. Bon, ça vaudrait peut-être le coup de faire une vidéo entièrement là-dessus, dites-moi si ça vous intéresse, parce que c'est vrai que c'est un terme qui est un peu galvaudé, qui est un peu utilisé à tort en travers par pas mal de monde aujourd'hui, et qui perd complètement son sens. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui perdent peut-être presque confiance dans le vrai sens que ce mot pourrait avoir. Ils se disent, ouais, c'est un truc un peu vague, comme ça, le storytelling, un truc fourre-tout. Et je pense pas. Et je vais vous prendre un exemple très concret, les réels, hein, en gros, qui va peut-être vous illustrer très concrètement, pratiquement, pragmatiquement ce que ça peut être le storytelling par rapport à quelqu'un qui privilégie l'action. En fait, voilà, c'est l'opposition que je fais souvent sur ma chaîne. C'est soit vous allez privilégier beaucoup de storytelling et ça va aller au dépend de l'action, vous allez comprendre pourquoi, ou soit vous privilégiez le côté démonstration athlétique ou technique et ça va parfois, c'est moins le cas dans ce sens-là à la limite, c'est vrai qu'il y a peut-être moyen de faire les deux quand même, au détriment du storytelling. Je vous explique pourquoi. On va partir d'une situation. Vous imaginez un mec pris dans un full Nelson. Ok, donc le full Nelson, c'est le truc comme ça. Donc là, t'as la main comme ça, et puis le mec, il a les bras là, et puis il est en train de se galérer, donc full Nelson. Ok, vous l'avez le full Nelson. Bon. On va prendre le mec qui privilégie le côté action. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il est pris dans un full Nelson, il va trouver le contre qui va être le plus fun, le plus spectaculaire possible, pour faire une action qui soit spectaculaire en elle-même. Ça, c'est la démarche du mec qui privilégie ce côté-là. Ok, très simple. Donc je sais pas, il est pris comme ça, il va projeter l'autre, bam, l'autre il va prendre un bump, j'en sais rien, par-dessus cette corde, un truc. Plus ce sera spectaculaire sur le moment du contre, mieux ce sera. C'est tout ce qui compte. C'est toute l'affaire. Et donc il va pas passer 4 ans dans le full Nelson direct. Au bout de quelques secondes, clac, il fait le contre. Et c'est ce qui se passe. Hein. On a souvent des séquences de mat wrestling où le mec il est pris dans un headlock, il sort, clac, l'autre le prend avec ses jambes, il retourne. On enchaîne très vite les phases de contre. Quelque part parce que c'est ça qui forge l'action. Donc on a beaucoup de ça aujourd'hui dans un match qui privilégie ce côté-là. Maintenant, on laisse ça. On va s'attarder sur la même situation, donc full Nelson,
mais dans un match où les mecs privilégient le storytelling. Qu'est-ce qu'il va faire déjà le gars? Déjà, avant même de chercher à se dégager, il va montrer par son selling quels dégâts ça le provoque sur lui. Est-ce qu'il se galère dans le full Nelson? Est-ce qu'il a mal? Est-ce que ça le fatigue? Il va essayer de montrer des choses. Puis le mec qui est en train d'appliquer le full Nelson, lui derrière, il va peut-être montrer qu'il est confiant, ou alors au contraire qu'il est au taquet de regarder, attention, qu'est-ce qu'il va me faire comme contre? Attends, je suis au taquet, je vais pas te faire sortir du full Nelson de sitôt. Ils vont poser ça. Alors tu vas me dire, mais ils peuvent le faire aussi actuellement. Certes, mais regardez, déjà le fait de faire ça, ça prend du temps. Et donc comme on prend du temps pour faire ça, c'est du temps en moins pour faire des moves. Donc si tu privilégies l'action, bah, tu vas plus vite, tu tires un peu sur ce côté psychologie, personnage, tout ça. Si tu poses les personnages de la situation, tu feras moins de moves, donc tu tires un peu sur le côté action. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas complètement faire les deux et que c'est toujours un équilibre à trouver éventuellement. Et donc, après, qu'est-ce qu'il va faire le gars qui est pris dans son full Nelson? Il va essayer de rejoindre la corde, par exemple l'autre va le ramener, donc il va être là, putain merde et tout. Il va essayer de faire un contre en puissance, non, il n'a pas assez de force. Après, il va essayer de lui crocheter la jambe, parce qu'il faut imaginer le mec qui est debout, il lui projette la jambe, vous voyez, il passe sa jambe derrière la jambe de l'autre, machin. Enfin, il essaie des contres, puis à chaque fois que ça échoue, ou qu'il n'est pas loin, il peut montrer sa frustration, il peut montrer qu'il commence à galérer dans le full Nelson, et puis l'autre il se met en confiance. Voilà. Vous voyez, on essaye, l'idée c'est de passer des informations à travers le move. C'est pas juste que le move il soit là, et puis ah oui, il fait un full Nelson, super, big deal quoi. Non, on essaie de passer des infos dedans, sur les personnages, voilà. Et puis finalement, il va trouver une astuce pour sortir, plus ou moins maligne. Ils vont pas chercher un compte il va chercher des spectaculaires, ils vont chercher un compte qui va mettre en valeur le fait qu'il est malin ou qu'il a des skills un peu spéciales. Alors un compte qui est souvent fait, je vais peut-être pas me lever, mais souvent ce qu'ils font c'est qu'ils ramènent sa jambe et il se sert de son genou le mec pour tirer et donner un excès de puissance. Voilà. Comme ça il force pas juste avec ses bras, il force aussi avec son genou pour sortir du full Nelson. Souvent c'est un des comptes qui est utilisé. J'ai souvent vu Billy Robinson faire ça, par exemple. Bon, ça c'est juste pour finir mon truc. Voilà, après, si on veut aller loin dans le storytelling, par exemple, le mec qui est repris à nouveau dans un full Nelson, il veut retenter ce contre, mais comme l'autre connaît le contre, il va faire un contre du contre et tout. Donc tu peux aller loin là-dedans. Bref, vous avez compris. Je pense que ça illustre bien ce que c'est que le storytelling, et c'est juste pour poser le fait que c'est pas un mythe, tu vois, dont tout le monde parle, mais personne l'a vu, le storytelling. Non, ça existe. J'essaie de faire un truc concret parce que je me rends compte sur les forums que parfois on utilise ce terme-là à tort à travers. Donc pourquoi je parle de ça dans une vidéo sur l'année 1980? Parce que si sur l'aspect action, c'est clair qu'ils prennent une race par rapport à aujourd'hui. Sur l'aspect storytelling, pas du tout. C'est vraiment là-dessus qu'ils jouent, et c'est peut-être pour ça aussi qu'ils prennent une race, c'est qu'ils ne cherchaient pas à être impressionnants sur le côté action, surtout si ça va au détriment du storytelling, qui est leur principale focalisation. Tout ce qui va autour, après la psychologie, on peut nourrir le storytelling de plein de façons. Moi, ce que j'entends par storytelling, vous avez bien compris, c'est le fait de faire passer des idées, des informations, des choses à travers les moves, et que ce ne soit pas juste le move qui soit spectaculaire en lui-même. Je tiens à dire aussi une chose, c'est que je prends pas du tout pour des teubés ou quoi que ce soit les gens qui aiment les matchs juste pour le côté action. Il n'y a pas de problème, hein. Il y a aucune, enfin je veux dire, il n'y a pas de jugement de valeur sur les fans ou les produits. C'est juste un état de fait, c'est comme ça. Ok. Moi, il se trouve qu'en tant que fan, j'ai tendance à plutôt vibrer à travers le storytelling qu'à travers l'action. Bon, mais c'est pas, voilà, il n'y a pas de souci. Bref, et j'aime les deux quand même, dans une certaine mesure. Bref. Donc ça fait que ça n'a pas mal vieilli. C'est ça l'intérêt de regarder le catch des années 80. Et si c'est ça qui vous fait plus souvent vibrer, même dans le catch aujourd'hui, parce qu'on retrouve quand même du storytelling dans une bonne mesure aujourd'hui dans pas mal de matchs, eh bien, a priori, peut-être qu'aller dans les années 80 pourrait vous être salutaire, comme c'est le cas un peu pour moi. Il n'y a pas que ça qui me plaît, mais il se trouve que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé dans cette vidéo? Alors, d'abord, je vais aller territoire par territoire. Je ne couvrirai pas tous les territoires de la NWA déjà parce qu'il y en a, je ne les connais pas, on va être clair. Il y en a, j'ai quasiment aucune image, donc je vais me les garder pour plus tard. Quand je ferai 80, je reviendrai éventuellement sur 2-3 trucs en 80 si je veux. Donc je vais parler que des territoires pour lesquels j'ai vu des choses qui sont intéressantes. Il y en a certains pour lesquels j'ai vu beaucoup de choses, d'autres beaucoup moins. Ouais, de suite parler, il y a une grosse injustice à ce niveau-là. Hein. À l'époque, la télé n'était pas encore complètement démocratisée. Les fédérations s'organisaient dans la plupart du temps avec les shows télé qui cherchaient à faire la pub, la promotion des gros house shows pour que les gens viennent dans les arénas en house show, mais ces matchs-là en house show n'étaient pas filmés. Donc c'est parfois un peu compliqué, on n'a pas toujours beaucoup de top matchs à voir dans tous les territoires. Donc je vous décrirai aussi un peu la situation à ce niveau-là, au niveau du matériel qu'on a vidéo par territoire très vite fait. Et puis je vous dirai un peu ce que j'ai aimé, comment le territoire il est au niveau du produit, les meilleurs lutteurs, les storylines, les meilleurs matchs, un petit peu plein de trucs comme ça en vrac. Ça devrait être très rythmé comme vidéo à ce niveau-là. Deux précisions avant.
d'abord, si vous voulez des matchs où il y a vraiment des trucs qui vous intéressent beaucoup, voilà, sachez que j'ai galéré à retrouver certains trucs, ou à trouver certains trucs plutôt, mais que je les ai pour une bonne partie, donc vous pouvez toujours me demander, je pourrais toujours essayer de vous les transmettre par le biais d'un Google Drive ou autre, on verra bien. Si vraiment vous voulez, hein, ne me demandez pas non plus, parce que si vous êtes 15 à me le demander de partout, ça va être chaud. Bref. Bon, après, il y a plein de trucs qui sont trouvables sur internet, je l'ai fait, ça doit être faisable. Et l'autre truc que je voulais dire, c'est quel est un peu l'état des lieux au niveau style, qui sont les champions W, des trucs comme ça, avant de rentrer dans le premier territoire. Alors, au niveau du style, il y a peut-être des gens qui vont s'imaginer le style aussi des années 80 comme très caricatural, avec les gros heels, pas très doués, mais qui trichent, et puis les gros faces un peu et tout, super contents, mais benets, ils se font niquer comme des cons. Ça existe, ce produit-là, certes, mais c'est pas du tout le produit le plus répandu, c'est pas du tout comme ça. C'est quand même plutôt subtil, plutôt... comment dire, on est quand même plutôt dans quelque chose de sobre. Donc on n'a pas des gros trucs comme ça, parce que ça serait trop gros, et les gens auraient pu se retrouver à croire que le catch c'est faux. Vous voyez, on garde le kayfabe, ça reste sobre. Les heels, ils sont détestables, mais ils sont pas forcément nuls, etc., etc. Après, ça dépend d'un territoire à l'autre, j'en reparlerai. Au niveau du in-ring, on n'a pas beaucoup de big moves, mais quand il y a un big move, en général, il a un max d'impact. Donc ça, c'est un truc qui est assez fort. C'est vrai qu'après, le rythme in-ring est plutôt lent. On est, voilà, sur tous les côtés, bon, j'en ai parlé avec le storytelling, je vais pas détailler non plus le in-ring précisément. Et après, on a beaucoup de grosses stars, mais on n'est pas dans une période, on n'est pas dans un boom du catch. On est dans une période où le catch revient un peu en force depuis la fin des années 70. Il y a eu un creux entre les années 60-70. Mais on n'est quand même pas au point de ce qu'on va connaître avec la Hogan Era dans quelques années, au milieu des années 80, ou ce qu'on a avec la Attitude Era. On est dans une espèce de période entre deux comme ça. Le champion poids lourd de la NWA, c'est Harley Race. Depuis pas mal d'années, il a gagné, il a perdu le titre, il a regagné tout ça, donc c'est un gros champion. On est à l'aube de la perte de titre de Harley Race pour avoir des nouveaux champions d'un tout autre genre, avec notamment Ric Flair, qui en tant que champion NWA, s'il fait la tournée des territoires, va aussi influencer ce que les gens vont attendre d'un match de catch et influencer l'évolution du produit et tout ça. Donc ça c'est intéressant, j'en parlerai tout au long des années que je ferai comme ça. Et puis le titre US n'est plus trop défendu dans tous les territoires, mais c'est Ric Flair et Greg Gagne qui l'ont. Greg Valentine. Ric Flair et Greg Valentine qui l'ont. Donc ce titre-là est défendu uniquement dans les États-Unis, alors que le titre champion NWA dans le monde entier, donc au Japon, au Canada notamment. Dernière chose aussi, j'ai oublié de le dire, mais si vous ne comprenez pas ce que je dis déjà, parce que vous savez pas trop ce que c'est que la NWA, parce que vous connaissez pas bien les territoires et que vous voulez en savoir plus, c'est des choses très pratiques. J'ai fait une vidéo il y a quelques temps qui s'appelle, je sais plus comment elle s'appelle, j'ai pas le truc sous les yeux, ça doit être un truc du style Catch US et Canada dans les années 80, info pratique et tout ça, un truc comme ça. C'est une vidéo que j'ai fait il y a peut-être 6 mois. J'avais essayé de la faire la plus pratique et pragmatique possible. Si vous voulez des infos vraiment d'ordre général sur l'organisation des choses, vous regardez ça. Et si vous voulez des infos sur l'année 80 et les différents territoires, ça se passe maintenant. Donc let's go. Alors, Portland ou Pacific Northwest, c'est le territoire s'appelle officiellement, je crois, Portland Wrestling, mais c'est la zone du Nord-Ouest, bref. Et c'est un territoire en fait qui a comme particularité que ça fait très tranquille. Parce que je veux dire, beaucoup de territoires quand même, ça peut être très chaud au niveau de l'ambiance et tout ça. Et Portland, c'est très tranquille. On sent que c'est très familial. Tu vois, t'as un flic avec un donut dans l'aréna, tellement il en a rien à foutre et tout ça. On sent qu'il n'y a pas de danger, mais la foule est quand même bruyante. Hein. Mais il y a ce côté vachement rangé. Ça, c'est ce qui différencie plus le territoire au niveau de l'esthétique, un petit peu comme ça. Voilà. Au niveau du produit, on est très dans la moyenne des territoires, avec ce côté île assez fort. Il y a, alors, c'est un territoire qui n'aurait pas dû être important parce que c'est pas une zone qui est très peuplée, spécialement le nord-ouest des États-Unis. Comme j'ai dit, c'est pas un hotbed du catch, c'est-à-dire que c'est pas un endroit où il y a beaucoup de gros fans vocaux ni rien. Mais le promoteur du coin, je sais pas pourquoi il s'est retrouvé là-bas d'ailleurs, c'est Don Owen, et c'est un gars très respecté dans la NWA. Et du coup, j'imagine que il y a plein de gens qui voulaient aller lutter auprès de lui, peut-être pour apprendre un peu, puis aussi parce que par le bouche à oreille que lui pouvait faire à d'autres promoteurs, tu pourrais avoir des opportunités. Donc, et puis même, le gars, comme il est influent, il arrive facilement à avoir des échanges avec d'autres. Ce qui fait qu'il a souvent des bons lutteurs et le territoire a gardé une valeur comme ça. Et ce qui est vraiment bien aussi, c'est que les shows hebdo télé, ils se passent dans une aréna de peut-être, je sais pas, 1000 personnes.
Et il y a pas mal de gros matchs dans cette arena. On a des matchs par exemple pour le titre, des 12 of Three Falls. On a des Air versus Hair match, des choses comme ça. Donc on a des gros matchs qui ont lieu dans cette salle, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres organisations où les gros matchs ont lieu dans des gros house shows ou des gros shows qui sont éventuellement diffusés en closed circuit ou quelque chose. Là, non. C'est sur vraiment le show télé. Donc c'est assez différent à ce niveau-là. Et c'est plutôt une bonne chose rétrospectivement au niveau des fans. Alors au niveau du roster, voilà. Au niveau du roster, alors on a qui? On a alors le lutteur qui va être un peu le lutteur le plus connu et qui va rester, c'est Buddy Rose. C'est un top heel en 80, il sera face à un autre moment, mais là il est top heel. Et en fait il est à la tête d'un espèce de clan avec les Sheepherders, donc Butch et Luke, donc les Bushwhackers, mais à l'époque ils étaient sous le nom de Sheepherders, ils n'étaient pas mauvais. Donc ça c'est les gros heels. Et les gros face, le champion c'est Rick Martel, donc vous connaissez Rick Martel. Le top face c'est Roddy Piper, vous connaissez Roddy Piper. Et puis on trouve qui d'autre dans ce roster? On trouve des gars comme Stan Stasiak, Dutch Savage ou je sais pas, Ed Wiskowski, enfin bon, des gens que peut-être des noms qui vont pas vous parler spécialement, mais bon, je les cite quand même vite fait. Voilà, donc le gros de la rivalité de l'année, c'est le clan de Buddy Rose contre le clan de Piper Martel, quoi. En gros, hein, voilà, on a tout plein de matchs, 3 contre 3, 2 contre 2, 1 contre 1, tatata. Et c'est souvent 2 out of 3 falls. Ils ont un délire là-bas, c'est les 2 out of 3 falls, c'est leur truc. Voilà. Et alors, je parlais de Don Owen tout à l'heure qui était très respecté. Il apparaît souvent à l'écran, et un truc qui est bien, c'est que il impose une autorité. Donc si un mec par exemple fait une triche ou quoi, il va venir, il va dire on va refaire le match la semaine prochaine, mais si tu refais ça ou s'il se passe ceci ou quoi, tu seras suspendu pendant un mois, etc. Et ce qui est cool à l'époque, c'est que tu sais que les mecs peuvent être effectivement suspendus parce qu'ils peuvent aller travailler dans d'autres territoires. Donc ils disparaissent pendant un mois, ils reviennent. C'était assez courant. Et du coup les personnages ils étaient là, putain merde, j'ai pas envie de me faire suspendre et tout. Enfin, tu vois, ils réagissent vraiment comme s'il y avait une autorité. Alors qu'aujourd'hui, on n'y croirait pas vraiment. Enfin, ça peut plus vraiment se faire. Ça, c'est quand même un avantage de l'époque qui est cool. Et comme il y a un cadre d'autorité, par exemple, le heel est obligé de se démerder à un moment donné, tout seul. Il est obligé d'être bon. Et c'est ça qui fait que, je pense, ils sont quand même bookés comme forts. Parce que si tu les bookes comme trop faibles, à un moment donné, tu es obligé de faire une autorité qui n'est pas présente pour que le heel puisse quand même exister en trichant. Vous voyez ? Donc tout ça, c'est lié. Et là, le territoire, il fonctionne vraiment bien à ce niveau-là. Buddy Rose, le top heel, il est fort. Il est capable de battre Piper sur un match. Et tout le monde le sait. Même si Piper est plus fort fondamentalement, voilà. Puis il est capable de trouver une triche sans que ça se voit. Enfin, ouais, il peut peut-être inventer un truc. Donc, voilà, mais c'est juste un petit avantage qui va se donner, mais c'est pas énorme. Donc ça, c'est vraiment bien au niveau du produit. Qui après, voilà, au niveau produit, je parle vraiment pure in-ring, et pas plus brawling, pas plus technical wrestling, pas plus chain wrestling ou quoi, qu'un autre. Martel fait un peu d'high fly, on sent qu'il est un peu plus moderne dans le style. Mais voilà, c'est solide, il n'y a pas de problème, il y a eu plein de bons matchs, et il y en a encore en 81, parce que je suis en train de regarder les 81. Mais il n'y a pas un côté plus fort dans un profil de catch que dans un autre. Contrairement à d'autres territoires où il y aura un peu plus de brawling, un peu plus de technical wrestling, etc. Voilà. Donc ce que je peux dire. Après, si je prends un peu tous les lutteurs en détail, donc je viens de parler de Martel qui avait un côté plus moderne au niveau in-ring. Piper, comment il est à l'époque? Bon, il est top babyface, il est absolument génial au micro. D'ailleurs, je me suis rendu compte en regardant ce territoire que je pense que Piper écrit lui-même ses promos parce qu'elle ressemble beaucoup aux promos qu'il fera ensuite dans tous les autres territoires où il sera, notamment de WWF. Donc du coup, je pense que il fait ses promos lui-même. Et d'ailleurs, il y a une promo qui est assez géniale que je vais peut-être essayer de vous mettre en recommandation si je la trouve sur YouTube. Où il casse une bouteille sur son crâne et il saigne moitié en s'énervant, genre putain, il a la rage et tout, donc c'est vraiment cool. Celle-là, ça serait bien que vous puissiez la voir parce que c'est Piper dans toute sa gloire. Donc voilà, et in-ring, il est dans un brawling, mais il est assez dynamique, il est cool. Et il y a ce côté storytelling dont je parlais dans l'introduction, dans le préambule, où ils sont quand même tous doués là-dedans, les lutteurs les plus importants. On sent qu'ils sont assez intelligents. Il y a un match par exemple vers la fin d'année où ils ont ramené Ed Wiskowski. Parce qu'en fait ce qui se passe c'est que le clan de Buddy Rose au départ c'est Buddy Rose et les Sheepherders. Les Sheepherders vont faire un face turn sur Buddy Rose parce que je sais plus lequel des deux, si c'est Luke ou Butch. Il y en a un d'eux qui se fait un blade job dans un tag match et il perd. Et Buddy Rose est dégoûté, il voit l'autre qui est en sang et il lui met un coup. Et l'autre Bushwhackers, enfin Sheepherders voit ça, il se rebelle, il protège son frère entre guillemets. Enfin c'est pas, ils sont pas frères mais son partenaire d'équipe. Et voilà. Et donc Buddy Rose ramène des gars, dont Ed Wiskowski. Et il y a un 2 out of 3 falls à la fin de l'année,
enfin à la fin de l'année. Je vois c'est le 12 juillet contre Rick Martel que j'ai à 3-3-4. Donc c'est un des meilleurs matchs de l'année tout court et un des meilleurs matchs de l'année du territoire. Et voilà, on se rend compte qu'un vieux briscard comme Ed Wiskowski, il n'est pas forcément génial dans le ring ni rien, mais on sent qu'ils sont intelligents, ils sont vachement rompus à cette façon de fonctionner avec le storytelling, etc. Et les stars, en fait, sont peut-être les mecs les plus intelligents finalement, et pas forcément les gars qui ont la moveset la plus fun à regarder ou quelque chose. Voilà. Donc Piper, extraordinaire en micro, il va vite se faire repérer, il va partir à Mid-Atlantique, il reviendra pas très souvent important, a priori, voire quasi jamais. Voilà, puis sinon, en même temps que ramener Ed Wiskowski, ramène Rip Rogers, peut-être vous connaissez Rip Rogers, à la fin de l'année, mais voilà. Il n'y a pas d'autres lutteurs majeurs en dehors de Buddy Rose, Piper, Martel, les Sheepherders. Voilà. Les autres, je les ai pas beaucoup vus. Ce que j'ai vu d'eux, c'était pas forcément génial. Mais après, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ces gars-là, Buddy Rose, Piper, Martel, même si on les met contre des gars un peu de seconde classe, ça donne souvent des matchs quand même intéressants. Il y a un match que j'ai trouvé surprenamment bon. C'est Piper contre un... Alors attendez, j'ai oublié son nom parce que c'est vraiment un lutteur pas connu du tout. Et c'est Jesse Barr, je crois. Voilà, Jesse Barr qui est un rookie. Et Piper est beaucoup plus fort. Et l'autre c'est un face aussi. Et il a l'air un peu edgy en fait dans ce match-là, Piper. Et j'ai trouvé que c'était vraiment bien, ça fonctionnait bien. Je vous le mettrai peut-être en recommandation, enfin en mention honorable, parce que c'est pas un match du top 20 du tout, mais il vaut le coup quand même d'être vu, je pense. Pour voir un peu Piper dans un rôle plus twinner et tout ça, et voir que c'est un bon worker avec un rookie, quoi. Voilà. Pardon. Bon, sinon, je pense que j'ai fait le tour un peu de ce que je voulais dire sur ce territoire. Leur délire, c'est les 2 out of 3 falls. Hein, ça, à chaque fois, les gros matchs sont en 2 out of 3 falls. Je vous recommande évidemment chaudement le match qui est numéro 2 sur ma liste, Buddy Rose contre Rick Martel, que j'ai quand même à 4 étoiles. Bon, Buddy Rose, c'est probablement le meilleur worker du territoire. Rick Martel, c'est un très bon worker à l'époque aussi. Et là, on va dire qu'ils ont voulu vraiment faire le top match. À ce moment-là, c'est le 10 mai. Est-ce que j'ai noté des petites choses que je voulais vous dire sur ce match? Je vais regarder ça tout de suite. Mais voilà, de mémoire, c'est un match qui est vraiment bien ficelé, quoi. Ah oui, alors tiens, aussi un truc que je voulais dire. Il y a eu des hair versus hair match dans cette année-là. Et si vous regardez ce match-là, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il y a un truc bizarre avec ce Buddy Rose? Qu'est-ce que c'est que ce costume? En fait, Buddy Rose, c'est Playboy Buddy Rose, hein, son surnom. Et à un moment donné, il perd un match où ses cheveux étaient en jeu. Et du coup, comme c'est Playboy, qu'est-ce qu'il fait? Il met une perruque. Mais pour que la perruque tienne pendant un match de catch, il met un masque avec la perruque, couleur peau. Couleur comme la peau. Mais sauf que t'imagines la gueule que ça fait, quoi. Il y a juste des trous pour les yeux et pour la bouche, enfin, c'est juste glauquissime. Et ça lui donne un look de taré moitié dégueulasse, de temps que ses cheveux repoussent, qui est assez étonnant. Et il a ce masque-là dans le match contre Martel. Voilà. Bon, Rose fait une performance individuelle extraordinaire, mais c'est vraiment un mec que j'ai découvert, qui est d'ailleurs un peu oublié, mais je sais pas pourquoi. Si vous avez l'information de pourquoi il est oublié, je serais curieux de savoir. Et il y a tout un travail sur la jambe de Martel, et je crois que son selling est cool, parce que bon, il fait quand même, à un moment donné, il fait quand même des dropkicks. Il y a un jeu avec le masque de Rose aussi, enfin, du coup, cette histoire de masque est quand même importante dans le match. Donc c'est un combat qui a pas mal de richesse au niveau storytelling, on reste pas sur un truc classique. Et ça part pas dans des trucs débiles non plus ou cheap. Et Rose est booké comme fort. Bon, le finish va peut-être pas vous plaire. Je vous dis pas ce que c'est au cas où vous voulez le regarder. Mais il est pas du tout, il est pas non plus pourri, quoi. Il est cohérent. Et je dirais qu'il vient pas non plus contredire ou ruiner le match. Je pense que c'est surtout ça un très mauvais finish. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Voilà. Bon, sinon je vais pas détailler tous les matchs de ce territoire. Je vous le recommande chaudement. C'est un des territoires qui m'a donné le plus de plaisir. Je le mettrai numéro 2 des territoires qui m'ont le plus plu en 1980. Voilà. J'ai passé pas mal de temps sur celui-ci. Je passerai peut-être un peu moins de temps sur le prochain. Enchaînons avec un prochain territoire. Maintenant, je vais vous parler de Houston. Donc le territoire de Houston, c'est un cas un peu particulier parce qu'en fait, c'est pas officiellement vraiment un territoire, c'est une ville, Houston, qui était bookée par un promoteur très coté, encore plus que Don Owen, dont j'ai parlé juste avant de Portland, qui s'appelait Paul Bush. Et en fait, il avait la possibilité, de par cette influence-là, de récupérer des lutteurs de différents territoires, voisins ou pas. Bon, il était souvent en partenariat, dans un premier temps avec la Southwest Championship Wrestling, donc le territoire de San Antonio, booké par Joe Blanchard, le père de Teddy Blanchard. C'est là que Shawn Michaels a fait ses débuts, San Antonio, Shawn Michaels, ok. On a José Lothario là-bas par exemple, bref. Et après, il sera en partenariat plus avec Mid-South, donc le territoire qui est au-dessus.
Mais il récupère des gars d'un peu partout. En fait, Paul Bush, j'ai regardé un peu sur internet, c'est un militaire qui a été gradé, il était gradé lors du débarquement en Normandie en 44. Donc c'est pas non plus un guignol. Et il a même la croix de guerre, qui est une récompense, je crois, française, hein, si je me trompe, vous me dites. Récompensant donc des militaires, donc y compris américains en l'occurrence. Donc voilà, le côté militaire gradé qui a fait la Deuxième Guerre mondiale, qui est en plus ancien catcheur, promoteur, truc, forcément, il en impose un peu dans la NWS, c'était un des plus illustres. Il était apparemment hyper connu à Houston. J'avais vu qu'il faisait des pubs, genre pour des céréales ou des trucs comme ça, enfin c'est assez étonnant. Et malgré que ce soit un petit territoire, enfin voilà, il arrive vraiment à choper du monde, hein. Il a du Bockwinkel, du Andre the Giant, etc. La banque d'images est disponible, ou était disponible sur NWA On Demand, là on ne sait pas trop parce que Billy Corgan a récupéré la NWA et du coup c'est un petit peu en transition. Donc du coup ouais, je m'attendais à ce que ça soit super parce que j'avais plein de matchs en bonne qualité, avec plein de bons lutteurs qui venaient, etc. Et ça a été la plus grosse déception de tous les territoires jusqu'à maintenant. 81 ça va mieux, je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Mais 1980 ça a été vraiment une grosse déception parce qu'il n'y a pas un match qui m'a vraiment plu. Il y a plein de matchs que j'ai trouvé nuls. Et le gros problème en fait c'est le style. On est complètement la caricature qu'on pourrait penser de la WWF. C'est-à-dire ce côté grosse division heel face avec les heels qui sont nuls mais qui trichent et les face qui sont hyper forts mais qui sont un peu benets parce qu'ils se font niquer par des triches parfois complètement cons. Et on voit qu'il y a des gars qui n'ont pas l'air mauvais. J'ai noté Gino Hernandez qui n'a pas l'air du tout mal. José Notario aussi, que vous connaissez peut-être en tant que manager de Shawn Michaels en 96. C'est le gars qui a formé Shawn Michaels. Ils ont pas l'air mal et tout, hein, mais dans ce produit un peu pourri, je trouve que ça fonctionne pas. Et j'ai été hyper déçu. Donc je vais pas m'attarder trop dessus. Ça a vraiment un côté goofy. C'est un peu, comment dire ça en français, un peu niais quoi. Trop grosse ficelle de heel face gentil, enfin c'est un peu pour enfants, c'est un peu con, enfin bon, ça m'a vraiment pas parlé. C'est une grosse déception, donc du coup je vais pas m'attarder trop dessus. J'ai pas de match qui m'a vraiment plu. Je dirais que le lutteur qui m'a plus parlé sur le territoire c'est Gino Hernandez. Mais encore une fois, ça n'a pas été suffisant pour voir des top matchs du fait du produit, pas de son fait à lui. En tout cas lui je le surveille. Je le connais pas hyper bien moi perso, j'avais vu quelques matchs de lui à la World Class. Mais voilà, donc je vais découvrir un peu Gino Hernandez. Je sais que en 80, là où je suis en train de regarder, il est souvent en équipe avec Tony Blanchard. Tony Blanchard, super worker aussi, enfin super lutteur. Déjà leur équipe ensemble, ça a quelque chose. Donc, je vous en reparlerai plus en détail de ce territoire en 1980. Il n'y a pas de match dans mon top 20 de ce territoire, donc on passe au prochain. Alors maintenant, la WWF, ou plutôt la WWF à l'époque, c'était la World Wide Wrestling Federation encore à ce moment-là. Alors, c'est peut-être le territoire qui va le plus vous intéresser. Je pense que c'est le territoire sur lequel je vais passer le plus de temps parce que c'est le territoire pour lequel on a le plus d'images, forcément, hein, Network oblige et compagnie, mais aussi parce qu'à l'époque, ils avaient le fait de passer leur gros show en closed circuit, ce qui fait c'est comme si on avait des pay-per-view à l'époque en fait déjà. Alors bon, ça s'appelait pas des pay-per-view, mais si vous voulez, on avait ces gros supercards qui étaient diffusés dans les villes où ça se passait, et du coup on pouvait les récupérer, enfin quelqu'un a pu les enregistrer, on a pu les récupérer, etc. Donc c'est dispo aujourd'hui, et donc on a plein de gros matchs dans des grosses arénas avec une grosse ambiance. Ce qui n'est pas du tout le cas de beaucoup de territoires en 1980. Ce sera de plus en plus le cas au fil de la décennie, mais là, en 80, c'est pas le cas pour beaucoup de monde. Et en plus, le produit est super. Donc tout ça cumulé fait que, en gros, je vais vous faire les choses simples, c'est le territoire que j'ai le préféré. Sur l'année 80, c'est le territoire que j'ai préféré. Le produit est super, pourquoi ? Parce que la division entre heel face existe, et bon, parfois elle peut être un peu caricaturale, mais globalement elle est bien équilibrée. Les heels sont quand même assez forts, ils sont pas complètement cons, ils sont pas complètement froussards, enfin vous voyez ce que je veux dire. On a un bon mélange de styles avec parfois du brawling, parfois du technical wrestling, parfois du chain wrestling, parfois des choses un peu mélangées de tout ça. Et surtout, les top stars et tous les gros lutteurs essayent d'aller vers quelque chose d'assez prononcé au niveau drama. Vous voyez la dramaturgie d'un match. Notamment Bob Backlund qui est le champion à l'époque, qui a cette capacité, à l'époque je trouve, en tout cas sur 1980, à vraiment emmener le match petit à petit vers une grosse drama, vraiment le côté épique et tout. Alors parfois, dans certains matchs, ça marche pas, il y va un peu avec les gros sabots et on le suit pas et ça paraît forcé. Et parfois, il y arrive, il nous emmène avec lui pour un peu que l'adversaire soit dans le coup aussi. Et on y va petit à petit, et c'est vraiment, on finit, c'est à fond, notamment le match contre Patera, là, que j'ai en match de l'année. Patera l'aide vraiment bien, ils sont tous les deux dans ce délire-là. Même chose contre Hogan au Spectrum, peut-être le meilleur match de la carrière de Hulk Hogan en ce qui me concerne, au Philadelphia Spectrum le 12 avril.
Donc vraiment, il y a vraiment des très très bons matchs de Bob Backlund. Et voilà, donc le produit globalement est bien. Et puis en plus, il y a quelques storylines sympas. Alors la storyline de l'année, WWF, c'est... Alors Bob Backlund a beau être le champion, la star du territoire, c'est Bruno Sammartino. Sauf que Bruno Sammartino, il a pris sa retraite, peu de temps avant. A priori, ça a dû avoir un impact assez négatif dans les ventes de tickets, tout ça, le business du territoire. Et donc, ils essayent de lui faire un dernier run, et il va faire un dernier run de lutteur, où il va revenir, ça c'est en storyline, il va revenir pour affronter son protégé, Larry Zbyszko. Larry Zbyszko qui l'a challengé. Il a dit, je veux t'affronter, je veux tester mes skills contre le plus grand de tous les temps, donc voilà. Donc au début, le challenge, Sammartino dit non, je suis un peu blessé, et puis j'ai pas envie de t'affronter, t'es mon protégé, machin truc. Et puis Zbyszko finit par faire monter les enchères, il dit voilà, si tu m'affrontes pas, je prendrai ma retraite, etc. Donc Sammartino dit ok, donc ils finissent par avoir un match. Zbyszko, tout le monde croit que ça va être un match technique gentil, quoi, tu vois, gentil contre gentil. Et en fait, Zbyszko fait un heel turn, il lui met des coups de chaise et tout. Donc il se prend une heel hit monstrueuse parce qu'il met des coups de chaise à Sammartino déjà de base. Tu te prends une heel hit. Mais en plus, c'est un Sammartino qui avait une blessure au cou. Les gens ils sont là, mais ils veulent le tuer, ils veulent le mettre à la retraite pour de bon. Puis en plus, ils se disent quel connard, tout ça. Donc il avait une heel hit hallucinante. Et d'ailleurs, c'est à voir. Hein. Si vous avez jamais vu un match de Sammartino dans ces grandes années, regardez un match, n'importe lequel, juste pour l'ambiance. C'est incroyable. Et tout d'un coup, tout est décuplé parce qu'il y a une ambiance de dingue, quoi. La storyline est vraiment cool. Ça a décuplé quelques matchs que j'ai à 3,5, 3 quarts pour plusieurs d'entre eux. Enfin non, j'ai qu'un match à 3 quarts. C'est le meilleur match de la série. Pour moi, c'est un des premiers. C'est peut-être bien le premier d'ailleurs. C'est Zbyszko contre Sammartino le 24 mars au Madison Square Garden avec une ambiance incroyable. Mais il y en a un autre que j'ai... Non, il n'y en a aucun autre dans le classement, mais il y en a un autre qui est très bien. C'est au Spectrum de la Philadelphie, qui est peu de temps après, le 12 avril. Voilà. Alors, plus on va dans la storyline, moins ils sont bons, je trouve. Mais les 2-3 premiers, là, ils sont vraiment super. Donc là, ça doit être... Celui du 24 mars, ça va être le premier, et celui du 12 avril, ça va être le deuxième, de mémoire. Je suis pas complètement sûr de mon coup. Bon, bref, mais c'est hyper bien. Voilà, donc Zbyszko qui était tout jeune, hein, je sais pas quel âge il pouvait avoir à l'époque, mais je pense qu'il avait même pas, peut-être, je sais pas, 24 ou 25 ans, il faisait jeune un peu. Bon, il a toujours eu un air vieux, hein, mais physiquement. Mais il a peut-être 30 ans. Je sais pas, mais en tout cas, il a pas fait grand chose avant ça. Ça l'a vraiment lancé. Après, peut-être qu'il avait trop de hits sur lui ou quoi, il a pas fait grand chose à la WWF, hein, véritablement, il a été faire des choses ailleurs, notamment la AWA plus tard. Bon, j'en reparlerai de lui probablement. Alors, d'autres lutteurs connus dans le territoire. Hulk Hogan, quand même, un petit peu, hein, il fait une petite carrière. Hulk Hogan qui était un heel à l'époque, donc voilà, il jouait un bad guy, il était managé d'ailleurs par The Grand Wizard, si je me souviens bien. C'était pas un heel genre imbattable. C'était un heel qui était considéré comme fort, mais il y avait plus fort que lui dans les heels, notamment Ken Patera, je vais parler de lui juste après. Il perd des matchs de temps en temps, je crois qu'il perd un match contre Tony Atlas par exemple, donc tu te dis s'il perd contre Tony Atlas, il n'est pas non plus booké comme invincible, comme ce sera le cas ensuite. Mais il est quand même booké comme fort, il obtient même un title match contre Bob Backlund qui est excellent. C'est un de mes matchs préférés de l'année et c'est à mon avis je pense le meilleur match que j'ai vu avec Hulk Hogan, à 4 étoiles. Donc du 12 avril contre Bob Backlund au Spectrum de Philadelphie. Où voilà, ils arrivent à emmener le truc dans le côté épique. Alors, pour illustrer un peu ce que je disais sur le storytelling, à un moment donné, Hogan doit faire un bear hug. Bon, j'aime pas cette prise. Mais il le vend bien. Backlund est pris dedans, donc il essaie de lui ramoner les côtes comme ça, bear hug. Et Backlund arrive à pousser la tête de Hogan vers le bas, jusqu'à entre ses jambes, et après il lui fait un pile driver. Et j'ai trouvé ce compte, par exemple, vraiment bien, parce que tu vois que le mec il pousse et tout, puis on sait pas trop ce qu'il veut faire, pourquoi il pousse sa tête et tout, puis il arrive à le mettre dans un pile driver. Mais il y a plein de petits trucs comme ça, c'est vraiment cool. Et la drama est bien amenée là, petit à petit. Hogan suit bien le truc. Voilà, comme quoi Hogan, je pense qu'il aurait pu être tellement un meilleur worker en fait dans sa carrière. Il avait tellement de potentiel aussi là-dessus. Et je crois qu'il en avait juste rien à foutre quoi. En fait. Donc, c'est un peu dommage. Et puis donc un autre lutteur, donc j'ai évoqué son nom, c'est Ken Patera qui devient champion intercontinental en 1980 en battant le premier champion de l'histoire, Pat Patterson. Donc il met fin au premier règne de champion en étant le deuxième champion de l'histoire, Ken Patera, qui était un heel un peu courageux, assez fort, un ancien haltérophile je crois, et il a fait de la lutte olympique, enfin bon, il avait un gros bagage à côté. Je le trouvais très charismatique. Alors c'est un gars qui va tomber en décrépitude au fil de la décennie, mais là il est vraiment excellent en 1980. Il a plein de bons matchs, notamment le match de l'année contre Bob Backlund, j'en ai parlé, donc lui ça a été une super bonne surprise
j'ai un peu découvert Ken Patera et je me suis un peu découvert une passion pour Ken Patera, on va dire ça comme ça. Et puis j'ai évoqué son nom, Pat Patterson aussi, qui était actif à l'époque, qui était un bon petit brawler, assez intelligent dans le ring, on le sent, très populaire. André le Giant aussi dans le territoire, alors il se balade un peu de territoire d'un territoire à l'autre, mais c'est là qu'il est le plus souvent, à New York, donc WWF. Et puis, alors si j'en ai encore d'autres, j'ai envie de vous parler des White Samoans qui arrivent, ils font leur début. Les White Samoans, c'est Afa et Sika, donc ça ressemble vraiment aux White Shrinkers ensuite. Ils deviennent champions par équipe très rapidement, en battant Ivan Putski et Tito Santana. Tito Santana qui quittera le territoire, Ivan Putski c'est pas un très bon lutteur, on s'en fout. Et enfin, je voulais vous parler d'encore quelques gars, dont des gars qui sont pas connus du tout, à savoir José Estrada Senior. C'était un lutteur qui était un jobber, mais comme on dit en anglais, un glorified jobber, c'est-à-dire c'est un jobber qui paraissait toujours bon, mais il perdait tout le temps. Mais il avait toujours l'air un peu bon, et il fait plein de bons matchs, à 3 écarts, des matchs de 10 minutes qui sont pas censés être aussi bons que ça. C'est vraiment un super worker, donc j'ai adoré voir les matchs avec lui. Et un autre gars que j'ai adoré, que je connaissais pas du tout, Thor Kamata. Donc j'ai regardé, c'est un lutteur hawaïen, c'est pas son vrai nom, Thor Kamata. C'est un big man, bon pas un super heavyweight genre Mark Henry ou Yokozuna, c'est plus on va dire un profil genre Bam Bam Bigelow dans le gabarit. Et un peu comme Bam Bam Bigelow, ouais, il bump de la troisième corde, il tombe à l'extérieur du ring, voilà, le mec il en a rien à foutre. Et pourtant il a l'air vieux en plus à ce moment-là, je sais pas ce que c'est que ce gars. Et il y a un match où il est contre Ricky Steamboat et Jay Youngblood. Steamboat qui est en mode Bruce Lee, hein, il met des chops et tout, il fait karatéka et tout ça. Et dans ce match-là, donc lui il est en équipe avec Bulldog Brower, bon ça on s'en fout, Bulldog Brower c'est un vieux. Et il fait une performance individuelle vraiment excellente. Je crois que c'est un show, c'est pas mal parce qu'il y a un autre gros match dans ce show-là, je vais vous dire dans quel show c'est. Comme ça, si vous voulez vous faire le show en entier, vous pourrez aller voir ça. Ce que je viens de vous parler là, c'est le show du Madison Square Garden du 21 avril où il y a le Ken Patera, Pat Patterson, où Ken Patera devient champion intercontinental, qui est un match que j'ai à 3 quarts. Et vous verrez Greg Gagné contre José Estrada en opener, où vous verrez la qualité de José Estrada. Donc Greg Gagné, c'est un lutteur plus connu des années 80, j'en reparlerai pour un autre territoire, qui est très bon. Et vous verrez donc Steamboat et Jay Youngblood contre Thor Kamata et Bulldog Brower, où vous verrez Steamboat super et Thor Kamata si vous voulez vous faire ça. Donc si vous voulez découvrir des lutteurs assez sous-estimés et oubliés de l'histoire, mais que je trouve moi très bon et peut-être vous allez trouver bon, ça peut être un bon plan. Donc le show, j'ai dit quoi? Le Madison Square Garden du 24 avril, je crois. Qu'est-ce que je vous ai dit? Alors attendez, je vais le retrouver. Oui, 21 avril. Ouais, je suis un peu, j'ai une mémoire de 2 secondes. Et ensuite aussi d'autres lutteurs un lutteur qui fait ses débuts. Alors c'est à la fin de l'année, mais c'est quand même un lutteur important de l'histoire de la WWF. C'est Sergeant Slaughter, qui arrive à la fin de l'année en provenance de la AWA, où il se faisait appeler merde, j'ai perdu son nom, Mark II là, un truc comme ça. Super Destroyer Mark II. Ouais, bref, bon, c'est pas le nom de l'année. Sergeant Slaughter, donc qui arrive à WWF en 80. C'est le bumper fou, hein, Sergeant Slaughter. C'est le Mick Foley de l'époque, si vous voulez. C'est le mec qui tombe de la troisième corde, il va à l'extérieur, il bump comme un gros débile dans le poteau et tout. Il se donne à fond au niveau bump. Et il a un match d'ailleurs où il passe son temps à se faire défoncer, je crois que c'est par Pedro Morales. Alors, contre Bob Backlund, je crois aussi, il a un match où il se fait défoncer, mais en fait il est tellement bon, c'est comme Mick Foley, il est tellement bon à se faire défoncer que c'est cool. Et il arrive à avoir une grosse hit aussi. Les gens prennent du plaisir à le voir se faire péter, c'est assez cool. Il a le match contre Bob Backlund du 20 octobre et comme ça. C'est un bon match. Et c'est un bon worker. Moi j'aime bien Sergeant Slaughter, en tout cas à l'époque. Après il va peut-être baisser. Et puis aussi d'autres lutteurs, j'étais surpris de voir à l'époque, il y a eu alors ça c'est surprenant quand même, parce que la WWF fait encore partie de la NWA en 1980. Ils sont pas encore en train d'essayer de conquérir le monde. Et donc j'ai été surpris de voir qu'ils avaient plein de lutteurs de la New Japan Pro Wrestling qui venaient. Parce que la New Japan Pro Wrestling, elle, n'était pas affiliée à la NWA, alors que la All Japan Pro Wrestling, l'autre grosse promotion au Japon, était affiliée à la NWA. Donc je suis surpris que des gars de la New Japan Pro Wrestling, qui sont en concurrence avec un territoire NWA, aient le droit de venir dans un territoire NWA autre, qui est la WWF. Alors on voit des Inoki, donc des Sakaguchi, le cofondateur de la New Japan Pro Wrestling, des Fujinami, Killer Khan, qui a une gimmick de mongol, enfin
Mongol, de mecs de Mongolie, hein, vous voyez, pas mongol, voilà. Et Yoshiaki Yatsu qui était rookie ou presque à l'époque et qui est un lutteur que j'aime bien japonais, vous connaissez peut-être, puisqu'il a fait un petit run assez sympa à la All Japan Pro Wrestling, d'abord en équipe avec Shoshu, puis ensuite avec Jumbo Tsuruta, notamment. Voilà, donc plein de lutteurs japonais assez cool que j'étais surpris de voir et qui font pas toujours des stop matchs, mais voilà. Et on voit à un moment donné Fujinami dans un match et on se dit que le Japon, au niveau des poids légers, avait 10 ans d'avance, puisqu'on voit Fujinami faire du poids léger milieu des années 90, mais en 1980 WF, c'est assez étonnant à voir. Voilà, donc il y a plein de top matchs dans ce territoire. Bon, j'ai expliqué pourquoi, en fait, qu'est-ce qui me plaisait le plus dans ces top matchs, c'était notamment la capacité à aller vers des situations un peu épiques, dramatiques, et on nous amène là petit à petit, et si vous suivez vraiment le truc, vous allez vous y retrouver vous-même, et vous serez en accord avec le public en plus, donc c'est vraiment bien. Voilà, je pourrais mettre d'autres recommandations. Il y a un match qui est pas dans mon top 20, mais qui aurait été 21ème, je crois. Enfin, oui, il est 21ème, on va dire. C'est André the Giant et Pat Patterson contre Bobby Duncum, qui a une réplique copie conforme de Barry Windham. Si vous aimez Barry Windham, vous aimerez Bobby Duncum. Et Ken Patera, c'est un tag match au Madison Square Garden. Et j'ai vraiment bien aimé la dynamique autour d'André the Giant, où on sent que Duncum et Patera veulent essayer de se le faire quand même, mais à 2 contre 1, mais ils galèrent quand même, et Patterson qui intervient et tout ça, c'est assez cool. Donc voilà, si vous voulez voir un bon match par équipe de l'époque, celui-là est bien. Et si vous voulez voir un bon match avec André the Giant, celui-là il est bien. André the Giant qui fait pas tant de bons matchs que ça, aussi parce qu'il est booké comme un gars imbranlable. Voilà, donc il fait pas beaucoup de top matchs parce qu'il a souvent des squash en fait où il bute le gars parce que de toute façon c'est André the Giant. Voilà, un petit peu le résumé de l'année. Si je peux quand même préciser un truc, c'est que le champion NWA poids lourd, Harley Race, est venu faire une défense de titre dans le territoire contre le champion poids lourd de la WWF, Bob Backlund. C'est quand même un énorme match au Madison Square Garden. Le match est bien, mais il est un petit peu décevant par rapport à ce que ça aurait dû être et pu être aussi. Voilà. Bon, j'arrête là pour ce territoire. Suivant. Donc, territoire suivant, la ICW, International Championship Wrestling, qui n'est pas un territoire de la NWA, et je devrais pas dire que c'est un territoire, d'ailleurs, c'est une promotion indépendante, qui n'est pas affiliée à la NWA, donc elle est un peu dissidente. Autant dire que le fait qu'elle soit pas affiliée à la NWA la fout grave dans la merde, parce que du coup, à partir du moment où le lutteur est dans un territoire NWA, il va pas aller faire prendre des matchs ou des apparitions dans cette promotion-là, puisqu'il se ferait un peu blacklisté par la NWA ensuite. Donc, en gros, c'est soit tu as l'accès à tous les territoires, soit juste à lui. Bon, vu la taille du truc, c'est dans le Kentucky, hein, donc c'est un peu limité. Forcément, ça va pas le faire. Donc c'est la promotion, j'ai oublié de le dire quand même, pour vous identifier un petit peu, dont le promoteur était Angelo Poffo, le père de Macho Man Randy Savage et de Lanny Poffo. Et donc, même s'ils sont dans la merde au niveau du roster, ils ont au moins ces deux-là. Alors vous connaissez Randy Savage, donc lui il pue le charisme, il est à fond, hein, le gars, c'est déjà Randy Savage, hein, c'est déjà Macho Man, il est déjà dans sa gimmick, il est extraordinaire, je vais en reparler juste après bien sûr. Et Lanny Poffo qu'on connaît moins, qui était un très bon worker, assez avant-gardiste au niveau du côté high fly et tout ça. Il faisait par exemple des backflips à même le sol directement pour faire un tombé, des front flip leg drop, des conneries comme ça, vous voyez. Ce qui était très rare à l'époque, et il était très gracieux comme ça au niveau du côté high fly. Et il n'a pas fait une aussi grande carrière qu'il aurait dû, je sais pas vraiment pourquoi, c'est un gars qui est assez sous-estimé je pense, historiquement. Du fait que finalement sa carrière s'est éteinte rapidement alors que c'était un gars qui était assez cool au début. Je sais pas pourquoi, vraiment. Et donc Randy Savage est déjà dans le territoire, il pue le charisme à fond le gars. Et alors un truc que j'ai trouvé absolument fantastique, une anecdote que je peux vous donner, c'est que Randy Savage rentre avec une musique d'entrée, je vais vous la mettre là, en petit fond sonore en même temps, que vous connaissez un peu parce qu'on l'a un peu inconsciemment, c'est la musique d'une comédie musicale de l'époque qui s'appelle Fame. Le morceau c'est I'm Gonna Live Forever, vous allez entendre ça. Et les paroles collent tellement à Randy Savage. Puis la musique avant que la fille chante, je trouve que ça fait une ambiance un peu comme ça. Ce qu'on aime bien du rétro des années 80. Vous savez, comme un peu dans le film Drive, là, il y a des néons violets et une musique comme ça. Vous voyez ce rétro là, je sais plus, ça porte un nom. Merde. Ça porte un nom qui vient d'un jeu vidéo de la NES où tu conduis une Ferrari avec un coucher de soleil. Parce que c'est un peu l'image qu'on a comme ça. Et ben je trouve que la musique a ça. Et les paroles collent totalement à Randy Savage. Ça dit des trucs du style je sens que je suis en train d'avoir les pièces du puzzle qui s'assemblent. Je vais atteindre la lune, retiens mon nom, etc. Tu vas voir où je vais aller. Enfin, c'est que des trucs comme ça. Donc, si vous êtes fan de Randy Savage,
essayez de vous trouver des vidéos de lui qui rentre avec cette musique. Et essayez de comprendre ce que disent les paroles, ou alors écouter la chanson et imaginer Randy Savage avec. Enfin, c'est vraiment, moi j'ai kiffé ça. C'est mon côté mélomane sûrement qui joue aussi. Alors quand même, je vais parler peut-être du produit. J'ai pris le truc à l'envers là. C'est une toute petite fédération, hein, une toute petite promotion, basée dans le Kentucky et un peu le Tennessee. Donc c'est un coin où il y a du monde, hein. Il y a la Southeastern et le territoire de Memphis où il y a Jerry Lawler, donc ils ont de la concurrence à côté. Et leur show télé est minuscule. C'est le pire show télé que tu puisses imaginer en termes de public. En fait, t'as un ring, t'as la table des commentateurs d'un côté, les caméras d'un côté, donc il te reste plus que 2 côtés de ring, et t'as genre un banc. Voilà, je vous le fais là parce que. Donc t'as un banc de chaque côté du ring, avec donc des gens assis sur le banc, t'as donc 20 spectateurs, tranquille, puis un truc marqué ICW, et voilà. Et les mecs se donnent. Tu vois, c'est-à-dire que t'as pas de public, alors des fois t'as 2 bancs, hein, des fois il faut un effort, mais il n'y a pas de public, et t'as des bons matchs. Alors c'est pas des gros matchs non plus hyper ambitieux, j'en ai aucun dans mon top 20, mais franchement si vous voulez vous en faire un, je vous le mets en recommandation voilà. Bob Orton Jr., donc le père de Randy Orton, qui était dans ce territoire aussi, je sais pas ce qu'il foutait là, contre Pez Whaley, que je mettrais volontiers à 3,4 plus 3,5. Donc c'est quand même une bonne note pour un petit match. Donc si vous voulez voir un bon match un peu de ce territoire, vous verrez que c'est le même produit qu'à Memphis. C'est très rugueux, c'est très un peu comme ce que je disais sur William Regal dans ma dernière vidéo sur la WCW 94, c'est-à-dire que ça te fait des headlocks, on sent que c'est serré, que pour sortir, il va falloir tirer le bras, il va falloir y aller, quoi. Et un gars qui est très bon dans ce produit-là, qui est dans le territoire à l'époque aussi, c'est Ronnie Garvin, qui va quand même faire une bonne carrière, la famille Garvin, assez illustre. Je sais pas ce qu'il fout dans ce territoire, il est canadien, le gars, donc il n'a rien à foutre là, normalement. Voilà, donc, comme quoi, voilà, même un territoire dissident, avec, a priori, peu de moyens, ils ont quand même réussi à avoir quelques bons gars, hein, Savage, Lanny Poffo, Bob Orton et Ron Garvin, c'est quand même des très bons lutteurs de l'époque, vraiment. Donc ils ont des trucs cool. Voilà, après j'ai pas grand chose de plus à dire. Il y a un truc que j'adore aussi dans ce territoire quand même, c'est le générique de leur émission télé. Je vous le mets en lien au-dessus là. Si vous voulez vous faire alors la musique du générique déjà c'est Giorgio Moroder pour les connaisseurs, c'est la musique du film Midnight Express que va être utilisée par l'équipe Midnight Express ensuite. Donc la musique est super et c'est des images comme ça, mais t'as une magie. Ouais, franchement, allez regarder ça, ça va peut-être vous donner envie de regarder les années 80 parce que t'as une espèce de magie comme ça rétro, c'est incroyable. Ouais, j'adore leur générique. Voilà, donc je sais pas, peut-être production value faible parce que pas de moyens dans le show télé, mais au niveau du charisme de Savage, du charisme de leur intro, de la musique d'entrée, de trucs, il y a quelque chose. Voilà. Donc si vous avez l'occasion d'aller faire quelques promos de Randy Savage de l'époque aussi, vous verrez qu'il est vraiment déjà génial. Un peu plus wild au niveau de son look, hein. La barbe est plus touffue, tout ça. Voilà. Je ne peux pas vous dire grand chose de plus sur le territoire. C'est plutôt pas mal. Un autre lutteur qui est très bon qui est dans le territoire, Bob Roop, et un gars qui va faire une carrière qui est dans le territoire mais qui n'est pas spécialement un bon lutteur, il y a celui qui deviendra One Man Gang. Je me rappelle plus de son nom dans le territoire, il n'a pas ce nom-là. D'ailleurs, il a piqué le surnom de Ronnie Garvin, puisque Ronnie Garvin se faisait appeler Ron One Man Gang Garvin. Voilà, pour l'info. Comme ça, petite anecdote. Territoire suivant, parce que j'ai pas grand chose de plus à dire sur celui-ci. Maintenant, la AWA, donc American Wrestling Association. Alors, ce territoire-là, il est assez fascinant. C'est le territoire le plus grand, le plus vaste, si vous voulez, géographiquement. Mais ils ont un énorme territoire, ils n'ont pas tant de grandes villes que ça. Le fait qu'ils soient vastes fait que ils font pas, parce que la plupart des territoires, si vous voulez, ils faisaient des boucles, les mecs. C'est-à-dire que, je dis n'importe quoi, mais pour la WWF, ils faisaient New York, ils faisaient New York le samedi, j'en sais rien moi, Albany dans l'état de New York le dimanche, le lundi ils faisaient Boston, etc. Ils faisaient une boucle, et puis tu reviens le samedi, clac, New York. Eux, ils ont des boucles sur un mois, quoi. Donc, peut-être qu'en passant moins souvent dans chaque ville, j'exagère peut-être un peu, hein, sûrement, et en divisant leur roster en plusieurs pour qu'ils couvrent tout le territoire, du coup, il y avait peut-être un peu moins c'était un peu moins hot. Ceci dit, il y avait quand même quelques gros noms très cotés. Vern Gagne, le promoteur du territoire, qui était une grosse star, hein, datant de bien des années avant. Ça avait été un très grand champion US qui était très populaire à une époque. C'est probablement le champion US le plus populaire de l'histoire du titre. Ils ont le jeune Sergeant Slaughter, qui se fait donc appeler Super Destroyer Mark II, qui commence dans ce territoire-là et qui a un super bumper, etc. Et qui fait un face turn. Il commence avec un masque, il fait un face turn, tout ça. Donc, très bon lutteur. Ils ont Bobby Heenan en manager. Ils ont Greg Gagne, le fils de Vern Gagne, qui est un très bon lutteur, un peu high fly, très intelligent dans le ring,
Bon, il a pas du tout une shape de mec doué, hein, mais il est vraiment cool, faut regarder. Qui est pas mal du tout. J'ai été surpris, je connaissais pas bien. Et puis surtout, ils ont le top guy de la promotion, qui sera quand tu me dis AWA, je pense à lui direct. Nick Bockwinkel, qui est un mec que j'adore. C'est un peu une sorte de Ric Flair en mode costard. Enfin, Ric Flair portait aussi des costards, mais je sais pas, il a un côté plus classe que Ric Flair, je trouve. Il faut le faire. Voilà, il a quelque chose de vraiment. Je pense que Jericho s'en est beaucoup inspiré quand il avait sa période où il venait en costume et il faisait un peu comme ça, hautain. Je trouve qu'il a vraiment quelque chose de Bockwinkel. Et c'est un lutteur qui était très bon techniquement, hyper intelligent dans le ring, vraiment très très doué là aussi pour amener le côté drama et tout. Alors, on n'a pas beaucoup d'images du territoire malheureusement en 1980, on en aura un peu plus par la suite. Malgré ça, il y a quand même quelques matchs qui valent le coup. Tito Santana contre Jerry Blackwell. Ah oui, Jerry Blackwell était un régional de la IWA, Tito Santana il tournait un peu partout. Jerry Blackwell qui a un super heavyweight, un gros gabarit, mais qui peut faire des dropkicks et tout. Donc c'est assez étonnant pour l'époque aussi là. Tito Santana, un super worker. Nick Bockwinkel, c'est le match là auquel je pensais tout de suite moi, contre Vern Gagne dans un stade de baseball. Il faut savoir qu'on est quand même dans un creux un petit peu historiquement au niveau de la popularité du catch. Donc remplir un stade de baseball avec cette affiche là, ça en dit long. C'est vraiment des gars qui étaient très très populaires. Le match est un peu décevant, il est clippé je crois. Enfin voilà, j'ai pas pu le kiffer autant que j'aurais voulu parce que je crois qu'il est clippé ou Johnny in Progress. Attendez, je revérifie, je suis presque sûr qu'il est clippé. Mais enfin voilà, c'est... pardon. Ouais, il est un peu clippé. Et c'est filmé un peu à l'arrache parce que c'est dans un stade de baseball et que c'était pas fait pour filmer du catch. Ils n'avaient pas forcément les moyens de ramener toute leur équipe et tout. Hein. Enfin, c'était une autre époque. Mais voilà, c'est le peu que j'ai vu m'a donné envie d'en voir plus. Donc super territoire avec un produit qui est assez technique. On sent que leur promoteur, c'est Vern Gagne, est lui-même un plutôt technical wrestler et essaye plutôt de plébisciter ce style de catch. Mais à côté de ça, on a quand même du gros entertainment débile, puisqu'on a Bobby Heenan contre Alfred Hayes par exemple, deux managers. Donc des trucs comme ça. Donc ils sont capables de faire un peu tout. Greg Gagne et ils ont Jim Brunzell aussi, sont plutôt high fly. On avait, il est parti, mais le jeune Sergeant Slaughter, lui, était plutôt brawling. On avait Jesse Ventura, qui était un promo guy. Il y avait Adrian Adonis aussi, qui était plutôt un bon lutteur, un peu bumper fou. Donc on a quand même plein de profils différents. Je pense que ça va être un territoire qui va beaucoup me plaire. Il faudrait que je vois un peu plus. Mais là, déjà en 80, ça me plaît bien ce que j'ai vu. Puis bon, voilà, j'aime Bockwinkel, donc forcément, je vais kiffer le territoire. Il faut bien le dire. Voilà, mais je peux pas vous en parler plus que ça. J'avais pas beaucoup de matériel du territoire. Donc je vais pas m'attarder trop ici. Allez, il nous reste deux territoires. J'ai gardé du gros dossier pour la fin. Alors ce territoire-là, celui que je vais parler maintenant, Mid-Atlantique, c'est le territoire berceau de la future Jim Crockett Promotion, puis WCW. Donc c'est un territoire éminemment important, historiquement. C'est un putain de territoire, clairement. Il y avait Ric Flair là-bas quasiment non-stop. Ils ont récupéré d'autres lutteurs ensuite au fil du temps. Notamment, ils avaient souvent Wahoo McDaniels, qui était un gros face. Ils avaient Greg Valentine aussi, qui est champion US à la fin de l'année. Enfin, ils avaient Flair, Greg Valentine autour du titre US. Ils avaient Ricky Steamboat. Ah, c'est un putain de territoire. Ils vont récupérer Piper à la fin de l'année. Et malheureusement, c'est un territoire où on a presque aucune image en 1980. J'ai un ou deux shows télé, mais les shows télé sont dans une toute petite arena et sont plus là pour faire monter la pression pour les house shows. Donc on n'a pas de gros matchs dans les shows télé. Mais il y a des belles promos, notamment de Ric Flair et de Piper. Valentine est un peu moins fort au micro, donc c'est moins le cas. Par contre, il y a un show qui a été enregistré à caméra. Le mec avait sa caméra dans les gradins. Je sais pas s'il avait le droit d'ailleurs. Et donc il y a un house show qui a été enregistré. Du 18 octobre. Alors bon, c'est un peu à l'arrache, hein, on est un peu loin. Plan fixe. Mais voilà, c'est un bon show. Alors c'est pas un gros house show, donc t'as pas des matchs de fou, mais t'as quand même un Ric Flair, Greg Valentine en entier. C'était probablement 2 des 3-4 plus gros talents du roster, donc avec McDaniels et Steamboat, je pense, autour du titre US. Et je me dis que si j'avais vu toute l'année avec la qualité de ce match-là, j'aurais vu sûrement plein de top matchs. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Donc, je vais pas m'attarder trop sur ce territoire-là. Le produit, honnêtement, c'est étonnant, mais il est le même que la WCW, enfin Jim Crockett Promotion à la fin des années 80. Si vous avez vu Ric Flair Steamboat à la fin des années 80, dites-vous qu'en fait Ric Flair faisait déjà ça en 80.
C'est là que tu te dis que le mec c'est un bourrin. Mais voilà, Greg Valentine aussi, ils sont rompus à ce produit. Ils étaient assez en avance sur le produit. C'est juste qu'ils vont pas continuer à être en avance et du coup ils vont pas devenir ringards, mais ils vont devenir dans la norme des produits. Je me demande si en fait peut-être que aussi le style qu'ils vont pratiquer va être un petit peu le style que les autres territoires vont quelque part un peu calquer au fil du temps. Avec voilà, une action qui est assez dynamique, ça court dans les cordes pas mal, ça fait pas mal du chain wrestling, ça reste pas dans les halls trop longtemps, en tout cas moins longtemps que dans d'autres territoires. C'est vraiment très différent de ce que Backlund propose à WWF par exemple. Et c'est vraiment dans ce que Ric Flair a proposé quasiment toute sa carrière. Bon, après, il va plus se calquer sur les produits de la WWE ou quoi plus tard dans sa carrière, mais là, à ce moment-là, si vous voyez des matchs de Ric Flair des années 80, globalement, vous avez le même produit toutes les années 80 autour de Ric Flair, c'est à peu près ça. Voilà. Et j'aurais même tendance à trouver que Ric Flair était meilleur en 1980 quelque part que dans les années 90. Je saurais pas trop dire pourquoi, je pense que c'est parce qu'il y a moins de gros moves d'effectuer et que les lutteurs sont plus dans cette logique d'user leur adversaire à petit feu et tout ça. Et puis voilà, putain, Ric Flair il est incroyable quoi, il a vraiment le truc, il contrôle le public, il est vraiment étonnant. Et vraiment je me dis que si j'avais vu plus d'images de ce territoire, j'aurais sûrement eu des top matchs avec Ric Flair. J'aurais peut-être dit que Ric Flair était le lutteur de l'année, tout ça, donc vraiment j'ai été surpris de voir un Ric Flair. Je savais qu'il était bon, j'avais vu des matchs de lui de cette époque-là un petit peu quand même, mais vraiment extraordinaire. De toute façon il va bientôt être champion du monde poids lourd à NWA, mais là il est autour du titre US sur cette année-là. Bon voilà, donc je ne pourrais pas parler plus longtemps de la Mid-Atlantique, parce que j'ai trop peu d'images pour vous raconter grand-chose. Voilà, ce que je peux vous dire, je pense que la storyline majeure de l'année, c'est la rivalité entre Ric Flair et Greg Valentine autour du titre US, que ça a dû donner plein de super matchs. J'en ai qu'un qui est filmé avec une caméra depuis les gradins et il est très solide, il est 20ème dans mon classement. Si vous voulez voir ça, à la limite ça peut être pas mal. Dans le même show, parce qu'à la limite je vous balancerai le show en entier si vous le voulez, mais il est trouvable sur internet je pense. Dans le même show il y a d'autres matchs qui valent le coup. Je les ai pas notés. Je sais que le show est globalement pas mal. C'est con ça, pourquoi je l'ai pas noté ce truc là? Bon, tant pis. Voilà. Bon, le show est globalement cool. Il y a les Sheepherders dedans, notamment, dont j'ai parlé tout à l'heure de Portland. Voilà. Bon, je vous parlerai beaucoup plus de ce territoire-là. Plus on avancera dans les années, plus je vous en parlerai en proportion sur ces vidéos. Donc, on va dire qu'ici, c'était juste une petite mise en bouche pour vous dire que c'est vachement cool. Mais voilà, j'ai rien. Et enfin, dernier territoire, et non des moindres, j'ai gardé un putain de territoire que j'aime beaucoup pour la fin. Memphis. Donc on appelle souvent le territoire de Memphis. Officiellement c'est Continental Wrestling Association, donc CWA. C'est le territoire que vous devez associer dans votre esprit à Jerry Lawler. Bon, Memphis, Jerry Lawler, voilà, The King, Elvis Presley. Enfin bref. Alors moi je sais pas pourquoi. Je croyais que c'était un territoire qui allait jouer à fond sur la hit. Parce que Jerry Lawler pour moi c'est un brawler qui fait que des coups de poing et qui joue sur la hit. Et en fait pas du tout. Jerry Lawler en fait c'est l'exception du territoire. C'est-à-dire que quasiment tout le monde, enfin j'exagère un peu, hein, beaucoup de lutteurs sont plutôt rompus à un style très technique. T'as beaucoup de petits gabarits. T'as Kevin Sullivan, par exemple, qui est assez petit. Bon, Jerry Lawler est assez petit. T'as l'autre star, Bill Dundee, qui est plutôt petit aussi. Et ils sont assez techniques, comme ça, ils sont rugueux, un peu que ce que je disais tout à l'heure de la SCW, de Randy Orton, Pace Whatley. Et ce que je dis parfois, c'est le côté, voilà, tu sens que il laisse pas 3 cm au mec pour pouvoir manœuvrer et que le match évolue. Vous voyez, c'est soit tu fais ton travail très serré, soit tu laisses c'est très lax pour que les situations de match enchaînent et tout ça. Et du coup, personnellement, j'aime beaucoup ce style-là. Je crois que c'est un style qui est pas mal aussi pratiqué à la Stampede Wrestling. J'ai pas d'image de la Stampede Wrestling. Hein. Si je vous parle pas des autres fédérations et des autres promotions, c'est que j'ai rien en 80. Et voilà, il y a un côté british quoi, mais on est au cœur des États-Unis, on est dans le Tennessee. Voilà, j'ai adoré Bill Dundee, clairement, super lutteur. J'ai découvert ce mec, je sais pas comment j'ai pu passer à côté aussi longtemps. Super lutteur. Alors d'autres noms un peu connus du territoire, Wayne Farris, donc c'est le futur Anti Tankman. Alors lui, il est pas très fort techniquement, on est d'accord, mais alors putain au micro. À un moment donné, il y a une promo, mais alors honnêtement. Hein, globalement, je trouve que les promos à l'époque sont 1000 fois meilleurs qu'à n'importe quelle autre époque. Même meilleurs que l'Attitude Era, j'aurais pas cru dire ça. Parce qu'on y croit vraiment. Je trouve qu'il n'y a pas le côté gros heel à la con et tout. Ça fait vraiment le petit con, quoi. Ils sont plutôt en mode un peu prétentieux, mais c'est plus fin, c'est plus vrai, en fait.
Et ça fait tellement réagir. Il y a une promo de Jimmy Hart, qui est manager heel de Wayne Farris et d'autres, où il se fout de la gueule d'un mec, mais t'as vraiment l'impression qu'il prend du plaisir à se foutre de la gueule, parce que c'est comme ça que ça marche en fait. Quand on se moque de quelqu'un, on le fait pas pour passer pour un connard, on le fait parce qu'on prend du plaisir à se moquer quelque part. Et il est vraiment comme ça, mais ils sont détestables, mais bien quoi. J'ai vraiment trouvé ça hyper bien au micro. Et Wayne Farris qui était vraiment excellent. Puis en plus, moi l'accent du Deep South comme ça me fait toujours marrer, l'accent un peu redneck. Voilà, donc d'autres lutteurs qui sont dans le territoire, il y a Ricky Morton, encore un petit gabarit très technique, truc super cool, que vous connaissez sûrement avec Robert Gibson dans l'équipe les Rock'n'Roll Express. Donc il fait ses débuts là, il a pas encore trop le côté rock'n'roll, mais il est très très vif et technique et tout. Et il y a Tommy Rich aussi, qui est plutôt un petit gabarit là aussi, qui sera qui sera champion NWA poids lourd à un moment donné. Bon, à mon avis c'est une erreur de booking, parce que je sais pas pourquoi. Mais voilà, qui s'appelle Wildfire Tommy Rich parce qu'il a le feu comme ça et tout, donc mec du sud, qui était assez populaire quand même. Voilà, donc là des bons talents comme ça. Bon, il y a des gars moins bons quand même, il y a quelques becs pourris, mais voilà, ça fait plein de bons matchs. Je vous recommande vraiment en particulier les matchs de Bill Dundee. Il faut savoir une chose, c'est que Jerry Lawler, c'est la star du territoire, c'est le plus populaire. Il est blessé en 1980, donc il est commentateur, on le voit faire quelques promos, tout ça, mais il n'y a pas de match avec Jerry Lawler en 1980. Du coup, celui qui prend le relais un peu dans le ring, je pense que c'est Bill Dundee. Et waouh, extraordinaire comme lutteur. Donc j'ai hâte de vous en reparler parce que j'ai pas vu non plus plein de matchs. Donc je vous en reparlerai bientôt. Mais il y a quand même plusieurs matchs que j'ai mis dans mon top 20. Bill Dundee contre Tommy Rich, voilà, une bonne affiche comme ça. Et Bill Dundee contre Larry Latham. Alors Larry Latham, ça doit pas être un très bon lutteur de ce que j'ai vu. Mais Bill Dundee lui fait un carry job, il lui fait le tour de la boutique, il le défonce. Tu vois, l'autre, ce qui est génial, c'est que tu vois qu'il se galère, quoi. Il peut rien faire. Il est trop technique, trop vif, le gars, et tout. C'est vraiment super cool. En fait, ce que j'aime bien dans ce style, c'est que si le mec il a pas le niveau, il se fait défoncer, mais en mode il se fait balader quoi. Et je trouve ça tellement plaisant de voir un mec se faire balader, il peut rien faire. Je vois, ça me fait un plaisir. Alors si il se rebelle un peu et qu'il a des 2-3 skills quand même, ça peut créer une espèce de tension comme ça, un peu comme un combat réel, et je trouve ça vachement cool. Et il y a ça dans ce territoire. Et il y a Bill Dundee contre Paul Ellering aussi, donc le futur manager des Legion of Doom, Road Warriors, qui était là-bas aussi, qui était un lutteur. Un petit peu peut-être stéroïdé, je sais pas, en tout cas bien in shape, peut-être un peu trop d'ailleurs. Bref, voilà. Donc je vais arrêter là pour les résumés des territoires. Ça vous donne un peu une image. C'est l'année de toute façon pour laquelle j'ai le moins d'images, donc j'ai pas pu rentrer dans certains détails sur certains matchs, tout ça. Donc je vais quand même faire le bilan maintenant multi-territoire. Alors le bilan multi-territoire, bon, ça va pas être très très long. Je voulais juste vous dire, je vais le faire à chaque fois, ceux qui sont mes MVP, donc les meilleurs lutteurs, si on prend tous les territoires ensemble. Évidemment, c'est pris en fonction de ce que j'ai vu. C'est-à-dire que mon MVP, ce sera parmi ce que j'ai vu. Honnêtement, je pense que Ric Flair pourrait être un potentiel MVP sur l'année 80. Mais comme j'ai pas vu beaucoup de Ric Flair, je peux pas le mettre. Même chose pour d'autres. Bon. Du coup, pour moi, le meilleur lutteur de l'année, sur ce que j'ai vu, ça serait Bob Backlund. C'est une putain de surprise. Bon, j'ai toujours bien aimé Bob Backlund personnellement. Mais là, honnêtement, je pensais pas qu'il aurait autant de top match par rapport aux autres, en fait. C'est-à-dire que j'ai beau aimer Bob Backlund, je me disais, attends, il y a Ric Flair, il y a Bob Winkle, il y a machin, même à WWF, je me suis dit, ça se trouve, je vais préférer d'autres gars, j'en sais rien. Voilà, j'en sais rien, je savais pas forcément qui. Et vraiment, j'ai pas hésité. Bon, en même temps, voilà, il a, si on prend mon top 5, il a quand même 3 matchs dans le top 5. Donc à un moment donné, ça calme. Donc voilà, donc Bob Backlund, super. Numéro 2, si je faisais mon classement des MVP, je mettrais Rick Martel, qui a quand même eu pas mal de top matchs à Portland. Donc là aussi, c'est influencé sur le fait que j'ai vu pas mal de matchs de Rick Martel grâce à Portland. Rick Martel, je l'ai peut-être pas dit, qui quitte le territoire de Portland pour la WWF à la fin de l'année ou tout au début de l'année 81, je sais plus, pour former une équipe là-bas avec le Tony Garea, qui était un agent aussi à la WWF. Ils vont devenir champions par équipe là-bas ensemble. Et franchement, il sera beaucoup moins cool en équipe à la WWF qu'il ne l'était en solo à Portland. Donc ça, je spoil un peu 81. Et puis, numéro 3, je vais dire Ken Patera. Donc on est très WWF Portland, c'est normal. Ken Patera qui a été une grosse révélation. J'ai adoré son personnage de heel et tout ça, son côté vachement rugueux, massif. L'autre bilan que je peux faire, c'est le territoire que j'ai préféré, c'est WWF. Il y a plein de territoires dont je ne vous ai pas parlé, malgré que j'ai vu quelques petites images. J'ai vu quelques images de Saint-Louis, par exemple. J'ai vu quelques petites images de Southeastern, mais vraiment très peu, avec peu de choses à dire. Donc je me dis, je parlerai de ces territoires-là dans une prochaine vidéo, où j'aurais pas forcément vu non plus des masses de trucs, mais j'en parlerai à ce moment-là. Je reviendrai éventuellement un petit peu sur des choses.
Je pense que ça sera suffisant. Je répète que si vous voulez voir des matchs ou avoir des renseignements supplémentaires, n'hésitez pas à me demander. Je ne garantis pas que j'aurai toutes les réponses. C'est franchement un peu opaque, un peu obscur sur les bords, mais aussi très fascinant pour ça. Et puis je vais vous retrouver bientôt pour une autre vidéo. Je ne sais pas encore quoi, mais je ne sais pas encore quand non plus, mais ce sera cool sûrement. Et puis en attendant, j'attends vos questions et réactions. Et j'espère que ça vous a plu. Et je ferai 80 bientôt aussi. Bye.